J'ai 5 minutes pour vous dire que, quelque part, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de cette France qu'on nous dit humaine, qu'on nous dit citoyenne, et qui, en fin de compte, devient une dictature. J'en ai marre de cette Europe qu'on nous dit sociale, et qui, en fin de compte, n'est qu'économique. J'en ai marre de cette Europe où on nous dit « mais on vous écoute », et en fin de compte, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de problèmes extrêmement graves à régler et ils refusent de les considérer. C'est-à-dire que nous n'avons plus, en tant que peuple, l'initiative du débat. Les élections ne servent plus à rien, puisque j'ai le droit de voter pour un haut fonctionnaire de gauche ou un haut fonctionnaire de droite. Et ça ne change rien, que vous ayez Juppé ou que vous ayez Fabius, c'est les deux mêmes. Ils sont formatés pareil, ça n'a aucun intérêt. Nous n'avons rien à exiger d'eux. On n'a pas besoin d'eux, on s'en fout d'eux complètement en fait. Un adolescent ne demande pas à ses parents s'il a l'autorisation de devenir adulte. Il devient adulte et c'est terminé l'obéissance aux parents. Eh bien, j'espère que l'humanité en est à ce stade-là où on va enfin vouloir notre émancipation. Notre problème, c'est qu'on est très nombreux et en fait, ça part dans tous les sens. Et si on veut s'émanciper, il ne tient qu'à nous de le vouloir, mais encore faut-il vouloir ensemble cette émancipation. Comprendre que nous avons une cause commune. Écoutez bien, c'est super important ça. Nous avons une cause commune. Et de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, nous avons une cause commune. C'est instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. À titre personnel, je suis très heureux qu'il y ait des souverainistes de droite, de gauche radicale et de droite radicale. Ils doivent épouser une sociologie française qui elle-même est fracturée ou, comme l'avait très bien dit Jérôme Fourquet, est archipélisée. Tout ce que je demande, c'est que quand il y a débat, on débatte entre camarades en n'oubliant jamais que la souveraineté française et la liberté de la France, seule condition nécessaire de sa survie dans le siècle qui vient, nous rassemble plus que tout ce qui pourrait nous diviser. J'aimerais qu'on prenne le souverainiste qui est à côté de vous comme ce qu'il est, c'est-à-dire votre camarade de combat. Défendre la nation, c'est défendre les nations en tant que principe, et c'est donc défendre l'internationalisme, c'est-à-dire le concert des nations, la variété des identités, la souveraineté des cultures. Défendre l'Union européenne est un autre choix de société, un choix tout à fait respectable, mais qui n'est pas le nôtre. En revanche, curieusement, la promotion des institutions européennes est le choix de tous les partis susceptibles d'être portés au pouvoir de gauche comme de droite. Souverainiste. Souverainiste. Contrairement à ce que certains semblent croire, ça n'est pas un gros mot. Souverainiste, de droite, de gauche ou d'ailleurs. La question n'est pas là, la question n'est plus là. Le choix qui s'offre à la France à l'heure actuelle, ça n'est pas entre la droite et la gauche, ça n'est pas non plus, et je dirais encore moins, l'alternative, l'alternance entre les deux vieux partis de gouvernement moribonds qui ne se résignent pas à comprendre qu'ils seront bientôt enterrés. L'alternative, le choix aujourd'hui, il est entre l'indépendance et la soumission. Il est entre la pérennité de la nation et sa disparition. C'est un choix capital. C'est une belle journée, quoi qu'on en dise, puisque ce 29 mai, on célèbre la victoire du non de 2005. Rappelez-vous cette campagne, on avait dit aux Français, vous voterez oui quoi qu'il arrive. On avait dit aux Français, 69%, rappelez-vous les premiers sondages, vont voter pour le traité constitutionnel. Il y a eu une belle campagne.
il y a eu un débat et les Français, in fine, ont voté à 55% non au traité constitutionnel de 2005. Et donc on s'en souvient. Au fond de cette affaire, il y a le mépris du peuple, il y a cette morgue, il y a cette conscience de détenir une sorte de vérité technocratique qui nous entraînerait vers la justice, la paix. Mais en réalité, regardez de près ce qui se passe. Regardez de près tous les peuples européens qui adhèrent à cette utopie sont des peuples qui ont fauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le Danemark n'a pas pris l'euro? Pourquoi la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne? Parce que je vais vous donner le secret bien gardé de ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne n'est qu'une piscine purificatrice pour des peuples qui ont fauté. En 1940, ce sont nos élites qui ont fauté, pas le peuple. L'Union européenne a transformé nos économies en un immense marché européen sans protection, livré au marché mondial. Sans surprise, on a vu apparaître un capitalisme violent, brutal, financiarisé et mondialisé, une économie transformée en loi du plus fort, tout simplement, et une fabrique de chômeurs, de précaires et de travailleurs pauvres. Et pourquoi nous souffrons? Eh bien simplement parce que une bande de fonctionnaires non élus à Bruxelles, qui se sont vendus pour un plat de lentilles, ont décidé un jour qu'ils allaient séparer les deux et que pour construire l'Europe, il fallait absolument détruire la France. Donc si nous regardons un petit peu les partis politiques, si nous regardons un petit peu l'évolution de notre Ve République, on retient une chose, c'est que la droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Je vais vous raconter un truc sur l'Europe et un truc qui est vrai, j'en ai fait un article. L'Europe, qui est très intelligente, a monté une commission. Je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai. Ils ont passé 2 mois à savoir s'ils allaient supprimer une fente dans les grille-pains. Je vous jure que c'est vrai. Ils pensaient que les grille-pains à 2 fentes, c'était pas écologique. Et preuve à l'appui, après cette réunion en commission à 15 personnes, d'avoir dépensé des millions, ils ont conclu que quelque part, il fallait que les grille-pains n'aient plus qu'une seule fente, parce que les gens en général ne faisaient griller qu'une seule tartine. Voilà à quoi passent le temps certains experts de l'Europe. L'UE a tout raté dans cette crise. Les Français ont compris que c'était un boulet pour les pays européens. Et l'UE, c'est aussi une organisation nuisible socialement. Ces réformes dites structurelles, ce sont des coupes dans les budgets sociaux, des coupes dans les droits des travailleurs. L'UE, c'est une concurrence inhumaine qui détruit tous les modèles sociaux européens. Et quand on regarde les situations économiques, sociales, politiques de chacun des pays de l'Union européenne, le constat est flagrant. Les mêmes directives, les mêmes réformes antidémocratiques, antisociales, partout le chômage grandissant, la précarité et les travailleurs mis en concurrence. L'industrie en France est sinistrée. Elle employait en 1974 5 millions d'emplois directs. Aujourd'hui, uniquement 2,5 millions. Ça veut dire qu'il y a 2 500 000 emplois qui ont été rayés de la carte. Sans compter les 3 à 4 emplois dérivés pour chaque emploi industriel direct, ça représente une véritable saignée, et cette saignée continue, jour après jour. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total en France a régressé de 29% à 11,5%. Ce qui fait de la France aujourd'hui l'un des pays les plus touchés par la désindustrialisation. Vous remarquez que les services publics sont détruits les uns après les autres, la Poste, la SNCF, bientôt EDF, la RATP, les hôpitaux publics, l'assurance publique, maladie et le système de retraite sont rongés par des coupes comptables sans cesse, imposées par Bruxelles. Et si on continue ainsi, c'est la sécurité sociale qui ne sera plus. Le droit du travail, il est flexibilisé, les travailleurs pressurisés, précarisés.
la concurrence entre systèmes sociaux européens et la concurrence avec les pays à bas salaire qui l'imposent. Nos agriculteurs sont balayés par le libre-échange imbécile de l'Union européenne. L'industrie, qui est la clé de notre prospérité, s'affaisse. Les usines délocalisent les unes après les autres. Et ce n'est pas rien, parce que quand une usine ferme derrière, c'est une catastrophe humaine. C'est la fin du travail pour certains, ce sont des divorces et même parfois des suicides. Les petites entreprises sont sous pression et nos jeunes sont de plus en plus ubérisés. En fait, on assiste tout simplement au retour du travail à la tâche de la fin du 19e siècle de Zola. Un libéralisme bête, tatillon, stupide, qui aboutit à ce que des petits producteurs se suicident, qui aboutit à la disparition des quelques petites productions qui pourraient permettre à une autonomie alimentaire. Donc en réalité, l'Union européenne n'est plus aujourd'hui que le bras armé exécutif, le préfet ou le sous-préfet, d'une action, d'une entreprise mondialiste. C'est la mondialisation. Des gens qui ne veulent pas un État européen, qui veulent un État mondial. Oui, l'Union européenne est bien un adversaire à abattre. Car c'est l'agent le plus efficace de la mondialisation néolibérale, celle qui a fait main basse sur les peuples, les pays et leurs institutions, sur la culture, les médias, et qui prive chacun de sa citoyenneté et de sa liberté. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ici le dénommé Charles Michel, probablement oui, ancien Premier ministre belge et désormais président du Conseil européen. Il était, Charles Michel, l'invité du Premier ministre grec il y a quelques jours à Athènes, pas à Vilnius, mais à Athènes, et il a indiqué, je cite, et j'attire, soyez attentifs à la phrase, elle faut vraiment son pesant d'or, « L'Europe est une construction qui se bâtit au fil des non, qu'il faut discuter pour les transcender en oui irréversible. » 1992, a dit Philippe Séguin, c'est l'anti-1789. Alors ce référendum volé, cette parole bafouée du peuple français, qu'est-ce que c'est? C'est le vote des 7 et 8 février 2008 à Versailles. 560 parlementaires ont voté pour ce vol de la démocratie. La façon dont le non au référendum du 29 mai 2005 a été bafoué compte encore aujourd'hui. Quoi que l'on pense, même si chez certains c'est encore inconscient, c'est une plaie au flanc de la démocratie, c'est une blessure à la République qui n'a pas été cicatrisée, qui ne s'est pas fermée. L'incompétence, la corruption, la vassalisation, la médiocrité, c'est ce que l'on subit et c'est ce que l'on accepte. La forfaiture, la trahison, c'est ce que l'on ne peut pas admettre, c'est ce que l'on refuse. Seul le peuple tout entier pourra revenir et il reviendra sur l'escroquerie, sur l'enfumage, sur la duperie dont il a été victime. Nous sommes à l'heure actuelle dans un pays où le peuple ne fait pas confiance à ses dirigeants. Mais nous continuons à faire confiance au peuple. Parlons de l'Europe. Sortir de l'Europe, oui. Mais attention, attention. Les Français sont des gens simples, ils ont besoin de choses simples. Sortir de l'Europe peut leur faire peur. Donc il faut leur expliquer que sortir de l'Europe, c'est sortir de l'Union européenne. L'Europe, mais moi je suis fier. Regardez, je suis toulousain. Je suis toulousain et la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis une 5e étoile sur notre maillot. Parce que c'est cette Europe-là qu'on aime. Cette Europe qui nous rassemble mais qui ne nous asservit pas. L'Europe c'est une réalité, mais la France est une réalité plus grande et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là tous ensemble. Pierre-Yves l'a encore dit, nous avons tous des différences. Et honnêtement, j'ai entendu certains propos cet après-midi qui auraient pu me faire quitter ce plateau, m'empêcher de parler. Mais non, on est tous là pour la France, nous sommes des résistants. Nous sommes tous des résistants et le général de Gaulle en 40 à Londres ne demandait pas sa carte de parti à ceux qui le rejoignaient. Donc tous ensemble, on va demander le référendum et on écoutera le peuple français. Vive la France et vive les Français! Référendum,
élection présidentielle, ce sont des armes, non seulement contre ce qui est inadmissible, contre le ruissellement vers le haut, comme nous avons aujourd'hui, mais pour le bien commun et les générations à naître. La France n'est pas l'excroissance d'une Union européenne saisie par la finance réinitialisée, comme ils disent à Davos. En fait, il y a une incohérence. Nous sommes incohérents et donc idiots d'une certaine façon quand nous déplorons notre impuissance politique en disant « mais enfin c'est incroyable qu'ils fassent ça », alors que évidemment la volonté générale c'est le contraire, et nous pleurons sur notre impuissance populaire, et en même temps nous adorons l'élection. Il est idiot de déplorer les conséquences dont on adore les causes. Voilà. Ça ne sert à rien. Si j'adore l'élection, je ne peux pas me plaindre d'être impuissant politique, ça va avec. L'élection entraîne mécaniquement, forcément, notre impuissance politique. L'année dernière, à cette même date, le 29 mai, c'est cette date-là qu'on a choisie pour lancer, avec des gilets jaunes, notre contre-gouvernement populaire qui s'appelle le GOUV. Vous en avez un petit stand ici. Et très vite, une évidence s'est imposée à nous. Rien de ce qu'on comptait proposer. Aucune revendication des Gilets jaunes. Aucune des revendications de la plateforme du vrai débat n'était compatible avec l'Union européenne. La liberté doit être remise à l'endroit. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de cadenasser cette liberté, est en train de la détruire littéralement. Et travaillant sur les questions de l'outre-mer, je vois comment cette organisation mafieuse est en train aussi de défigurer l'outre-mer. C'est qu'on a longtemps dit que c'était un espace de liberté. Jean-Jacques Rousseau a une formule très intéressante, il dit que plus l'État s'agrandit, plus l'espace politique s'agrandit, et plus la démocratie diminue. Il avait le pôle démocratique, c'était le canton de Genève, dont il était citoyen, et le pôle despotique, c'était l'Empire russe. La royauté française entre les deux. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dès lors que l'espace politique, ce n'est plus la France, ce ne sont plus les États nationaux, que c'est l'Europe, et par derrière l'Europe, c'est la perspective que l'on veut accélérer d'un État mondial ou d'une gouvernance mondiale, la liberté diminue progressivement. Alors quand vous entendez dire à des gens il est libéral et européen, il est libéral et européen, ça veut dire qu'il n'est pas replié sur son petit canton franchouillard, donc il est européen, puis il est peut-être plus que ça. C'est absurde. Je veux dire, plus vous êtes européiste, en disant pas européen, plus vous êtes européiste, moins vous êtes libéral, plus vous êtes pour la suppression des libertés, et la Commission européenne en a tenu compte, puisqu'elle a instauré son propre système très récemment de lutte contre les fake news, hein, pardon pour ce mot anglais. Donc en réalité, nous allons vers un despotisme qui ne va cesser de s'agrandir, mais il est dû principalement à l'élargissement de l'espace politique. Ça, c'est très important de voir ce qu'on a en face. Souvent, je compare l'Europe, et je vous le dis, à un syndicat de copropriétaires. Vous savez ce que c'est qu'un syndicat de copropriétaires? Il y a des copropriétaires dans la salle. Donc on se réunit, on fait des assemblées générales, et on décide, en tant que copropriétaire, de ce qu'on va faire sur les espaces communs. Aujourd'hui, l'Europe veut décider quel papier peint je vais mettre dans ma chambre. Et ça, je suis pas d'accord. Le papier peint, c'est moi qui le choisis. Ce que je mets dans mon assiette, c'est moi qui le choisis. C'est pas un technocrate qui me dit quelle couleur je dois mettre dans ma chambre. Depuis 1940, dans notre capitale, c'est la première fois qu'il y a autre chose qu'un drapeau français sur nos mâts. Ce drapeau bleu à étoile jaune, je vous conseille de le garder. Vous le vendrez plus tard chez les brocanteurs. Et en attendant, il faut un référendum pour abaisser ce drapeau. Ce n'est pas le drapeau des Français. Ce n'est pas le drapeau de notre liberté. Aucune de ces actions qui sont vitales pour redresser notre pays et conduire des politiques plus conformes à l'intérêt général et plus conformes
aux intérêts de notre peuple n'est envisageable dans le cadre des institutions de l'Union européenne. Ces institutions ont en effet été très minutieusement conçues et verrouillées pour rendre impossible toute politique qui viserait à attenter à la libre expression du néolibéralisme économique et du pouvoir actionnarial. L'Union européenne en est devenue l'instrument chimiquement pur. Mon propos, en conclusion, n'est pas ici de trancher quant aux meilleurs moyens, procédures, stratégies qui nous permettront de procéder à cette rupture. Mon propos est seulement de souligner aujourd'hui, en partant de ce que je connais bien, qui est la situation de l'industrie, de souligner que la sortie des traités, et si nécessaire la sortie de l'Union européenne, est devenue pour nous, pour notre pays, une nécessité vitale et incontournable. Ceux qui prétendent pouvoir changer le cours des choses de l'intérieur de l'Union européenne sont au mieux des naïfs, au pire les idiots utiles d'un système qui nous garotte. Moi je vous le dis, si par malheur la France reste dans l'Union européenne, son industrie et ses sources de richesse, de production de richesse disparaîtront tout à fait. Et c'est un risque énorme de tiers-mondisation de la France auquel je pense que nous commençons à assister. Et là, on risque de se prendre la double peine. Parce que pour tenir un peuple broyé, on risque d'avoir, et on voit émerger, un régime de plus en plus crispé, de plus en plus violent, une liberté de plus en plus surveillée, pour empêcher tout soulèvement qui serait pourtant légitime. Donc il faut nous libérer des hommes politiques. Nous sommes suffisamment grands pour prendre nos décisions nous-mêmes. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Suisse récemment. Vous avez eu un référendum d'initiative populaire sur la burqa. Est-ce qu'elle était légale ou pas? Le peuple suisse a voté à 53% pour l'interdiction de la burqa. Fin de la discussion, le souverain avait parlé. Les tribunaux n'ont plus rien à dire, le souverain a parlé. Il faut rendre la parole au souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Aujourd'hui, imaginez qu'on décide que la burqa est interdite. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait décider qu'elle est permise. Et que le vote du peuple souverain français n'est pas valable. On a abandonné toute notre souveraineté juridique à des gens qui prennent des décisions sur notre souveraineté et sur notre identité sans demander l'avis du peuple. Donc il faut enlever le pouvoir de décision à des tribunaux qui ne répondent à personne et qui n'ont été élus par personne, et le rendre au souverain. Par exemple, encore une fois, la Suisse, il y a 2 jours, a décidé de rompre toutes ces négociations avec l'Union européenne qu'elle menait depuis 7 ans. Et elles ont rompu, les Suisses ont rompu la négociation parce que l'Union européenne exigeait que la Suisse se conforme aux ordres donnés par les institutions européennes en ce qui concerne l'immigration. Et les Suisses ont dit, c'est nous qui déterminons, c'est le peuple suisse qui détermine qui nous acceptons et qui nous refusons. Ça n'est pas des tribunaux qui sont là. Refusons de voter pour ceux qui ne proposent pas de référendum dans les 12 mois suivant leur élection éventuelle, dont la question porterait clairement sur l'abrogation du titre 15 de la Constitution qui s'intitule « de l'Union européenne » et qui place, vous le savez tous, notre pays sous tutelle. Refusons enfin de voter pour ceux qui, même d'accord pour organiser un tel référendum, ne font pas campagne en faveur de l'abrogation du titre 15 de la Constitution. Pour ce qui nous concerne, je suis venu vous annoncer qu'à notre échelle de gilets jaunes et de citoyens hors parti, nous avons fait notre part. Le travail fut long et fructueux.
qui mène à la publication dans quelques jours du programme des programmes. Vous connaissez les Gilets jaunes, ils aiment bien les assemblées des assemblées, les appels des appels. Nous, on va proposer le programme des programmes, concocté par plusieurs groupes très différents, venus des quatre coins du pays, réunis sous une bannière commune. L'Union européenne y sera considérée pour ce qu'elle est, un ténia démocratique dont nous nous passerons de la vie. Il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on est en train d'essayer de nous montrer tel homme ou tel homme en disant celui-là il va être mieux. On n'en a rien à foutre des bons hommes. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez, la constitution de la 5e, ça a toujours été une saloperie. C'est une constitution bonapartiste, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, la justice n'est pas indépendante, le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. C'est une constitution qui a été faite par De Gaulle pour De Gaulle, et depuis, nous ne sommes plus en démocratie. Donc il faut changer la constitution de la 5e, rendre le pouvoir au peuple, rendre le pouvoir aux souverains, et cesser d'obéir à des gens qui n'ont ni compétence, ni amour de leur pays. Donc on ne peut pas... Je répète souvent, vous savez, hein, qu'on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Donc il y a un des travaux vraiment qu'on doit faire prioritairement, c'est de remettre à l'endroit les mots importants. Ne pas confondre élire et voter, puisque élire, c'est le contraire de voter. Ne pas confondre démocratie et gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif est, par construction, depuis le début, depuis 1789, ça c'était pas bien en 1789 et ça s'est dégradé. Non, non, c'était dès le début antidémocratique. Les penseurs du gouvernement représentatif ont pensé ce régime comme un régime démophobe, antidémocratique, construit de façon à ce que le peuple ne décide rien. Et c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc si on appelle ça démocratie, on n'arrive pas à penser. Pour penser, il faut avoir les mots à l'endroit. À force d'y réfléchir, on finit par arriver à l'os. Et en fait, il n'y a pas de démocratie tant qu'il n'y a pas un contrôle populaire permanent de la Constitution, de son écriture et de son exécution, de son respect. Il nous faut un processus constituant, populaire, permanent, pas seulement pendant l'Assemblée constituante. Ensuite, le Conseil constitutionnel, qui applique la Constitution, il doit être populaire aussi. Le RIC, pour lequel les Gilets jaunes se sont embattus et en ont fait une priorité, le RIC, c'est une procédure, c'est pour ainsi dire la procédure démocratique, vraiment démocratique dans un système qui est antidémocratique. Mais ça corrige le système. Il suffirait de ça pour corriger. Et notamment le RIC constituant. En 2005, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ce n'était pas un référendum sur l'appartenance, c'était un référendum pour un nouveau traité. Ce traité, ils ont appliqué le vote des Français, légalement ils étaient obligés, ils l'ont mis à la benne et ils nous ont refourgué un autre traité. Si demain, nous obtenons un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ils ne pourront pas le mettre à la benne si les Français votent pour la sortie aura lieu. Et donc, je vous le dis, il faut aujourd'hui vous mobiliser sur cette question, puisque c'est, moi qui défends le Frexit depuis des années, c'est l'option la plus crédible, la plus plausible pour obtenir la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une élection présidentielle, la question de l'Union européenne, on peut le regretter, ce n'est qu'une question au milieu de économie, culture, agriculture, et vous n'avez jamais de vrai débat sur la question de l'Union européenne. Si demain nous avons ce référendum, vous aurez un vrai débat, comme ils l'ont eu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on leur avait dit la même chose, on leur avait dit, un an avant le Brexit, les sondages donnaient le Remain, le maintien, qui était gagnant à 66%. Il y a eu une belle campagne de nos amis du Brexit Party, du Parti conservateur, de Leave Means Leave, de Labour Leave. Je les salue, ils ont obtenu cette victoire. On leur avait dit, vous allez perdre à 66%. Le Brexit a gagné à 52% et les Britanniques sont maintenant libres. Ce que je veux demain pour la France, c'est la même chose. Il y avait une pétition aussi au Royaume-Uni, ça a mobilisé, ils ont mis la pression et
Croyez-moi, il peut y avoir la même chose en France. Si demain nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions à signer cette pétition, vous allez avoir, comme au Royaume-Uni, des politicards opportunistes qui vont récupérer l'information, qui vont récupérer ça. David Cameron n'était pas pour le Brexit, mais David Cameron a vu que le Brexit portait, il y avait cette pétition, il y avait des gens qui se battaient, et s'il voulait être réélu, il a dû mettre ce référendum dans son programme. Si demain nous sommes 2, 3 millions à vouloir ce référendum, vous allez avoir des politicards en France qui vont l'inclure dans leur programme, qui seront contre. Mais nous, une fois qu'on aura ce référendum, nous nous battrons et nous obtiendrons le Frexit. Je vous remercie. Vive la France, vive le référendum et vive le Frexit. Et moi, la société que je veux pour demain, c'est pas une société de profit. Parce que c'est simple à comprendre. Le profit, c'est fait pour quelques-uns. Moi, je veux une société de partage. Parce que le partage, c'est pour tous. Alors, je vous le dis aujourd'hui comme pour demain, le référendum, oui, levez-vous, on va se battre et on va gagner. Vous savez pourquoi? On va gagner parce qu'on est le nombre. Parce que c'est nous le peuple. Parce que c'est nous qui avons raison. Et ce qu'on fait, c'est juste. Le mouvement des Gilets jaunes nous a montré que sous les cendres des combats passés, les braises de la révolte populaire restent vivaces. Elles ne demandent qu'à être rallumées pour une cause juste. Et la sortie de l'UE en est une. L'Europe est une piscine purificatrice pour peuples qui ont fauté. N'oubliez jamais, il faut maintenant, et c'est notre devoir, sortir de cette EHPAD de l'histoire. Tout ce qui nous arrive, aucun des problèmes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du chômage, du remboursement de la dette, de l'insécurité, de l'immigration, aucun de ces problèmes ne peut être résolu tant que notre peuple n'a pas retrouvé les mains libres. Sortons de cette EHPAD de l'histoire. Merci. La démocratie est comme le vin, un produit AOC. Or, l'appellation d'origine contrôlée est un label local. On assiste actuellement au retour en force des produits locaux, des circuits courts, de l'authenticité. On appelle cela le développement durable. Eh bien, exigeons la même chose en politique et demandons un nouveau référendum. Je vous remercie. Bonne journée, bel été à vous. On a gagné en 2005 parce qu'on était tous ensemble. Et s'il n'y avait eu que la gauche, ça ne gagnait pas. S'il n'y avait eu que la droite, ça ne gagnait pas. Il a fallu qu'on soit vraiment ensemble. Diviser, on va toujours perdre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens de gauche ici. Diviser, c'est sûr qu'on va perdre. C'est même pas la peine de gaspiller notre énergie, c'est foutu. Alors que si on est unis, on va gagner. L'européisme français, lui, est une volonté de dissolution de la France, portée par une élite qui entend que l'Europe la remplace et la détruise. Ça fait un siècle que ça dure. Titre personnel, j'ai participé avec d'autres à l'historiographie de tout ça. Donc ça ne se passera pas comme nos amis anglais l'ont fait, et encore avec tant de difficultés, vu qu'ils avaient en face d'eux les traîtres Theresa May et comment il s'appelait le travailliste là qui parlait du Moyen-Orient tout le temps, Monsieur Corbyn, et qui nous ont tous les deux délestés de leur présence. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait de mieux. Ça ne se passera pas comme ça, parce que nous avons en face de nous des gens, et il faut se l'avouer, qui ne veulent pas uniquement la servitude et la soumission de la France, mais qui veulent sa mort. C'est comme ça, et donc, malheureusement, ce sera nous ou eux. Car le jour arrive, mes amis, où nous cesserons d'être esclaves. Aucune voie ne devra manquer si nous ne voulons pas rater cette marche. La dernière, peut-être, qui se présente à nous. Avec nos forces réunies, je suis convaincu que c'est possible. Et tous les citoyens qui nous entourent et qui nous donnent de la force dans cette grande aventure sont d'accord avec moi. Ils en sont tout autant persuadés que nous. Ils comptent sur nous tous pour faire ce qui doit être fait et assumer nos responsabilités. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est là, on est debout, on doit rester debout. Parce que je pense très sincèrement que, comme disait Edmund Burke, tant que les gens d'honneur sont debout, rien de grave ne peut arriver dans un pays. Donc restons debout et restons unis. Merci beaucoup. Eh bien, continuons le combat. Et la partie n'est pas perdue, j'en suis convaincu, parce que c'est pas la France,
c'est pas l'Europe, c'est l'homme et la femme. Voilà.